Bonjour à vous. L'équipe du CEPIAS vous propose ce webinaire concernant le Covid-19. Il est particulièrement destiné aux établissements de santé qui ne sont pas jusqu'ici en première ligne et en deuxième ligne. Il a pour objectif de vous préparer au mieux, de vous aider à vous préparer au mieux à l'arrivée du virus dans vos établissements. Comme vous le savez, la situation est extrêmement évolutive. On peut voir sur cette carte les clusters dont vous avez bien évidemment déjà entendu parler, mais vous voyez que finalement la détection s'étend, et que si la région centre est pour l'instant relativement épargnée, on peut s'attendre à avoir une arrivée du virus dans notre région dans les semaines, dans les jours qui viennent. Donc l'objet est vraiment de rappeler les mesures barrières à mettre en place dès maintenant, la préparation de cette mise en place pour essayer d'anticiper au mieux l'arrivée de ce virus dans les établissements de notre région. Alors je vous conseille la lecture du document du Haut Conseil de santé publique qui a fait un travail de bibliographie sur les expériences, en particulier chinoises, récentes concernant le Covid-19 et qui mettent en avant des particularités de ce virus, des particularités qui vont nous amener à avoir une réponse particulière et en particulier un petit peu différente que celle que vous connaissez habituellement et auxquelles vous êtes prêts pour prévenir la diffusion épidémique, en particulier de la grippe saisonnière. Donc il y a vraiment des différences et cette diapositive les met particulièrement en exergue. Alors, le Covid-19 se transmet de façon très importante, comme pour le virus grippal, par un contact étroit avec les éternuements, la toux. Mais sa particularité est manifestement d'être aussi transmissible et de façon très importante, de façon manuportée. Cela est certainement en lien avec une survie possible, une aptitude à la survie dans l'environnement extérieur, sur les surfaces, qui peut aller jusqu'à 6 jours, en particulier en milieu humide. Donc cela a pour conséquence de devoir, pour nous, avoir donner une importance extrêmement forte à l'entretien de ces surfaces et aux risques associés au contact avec les surfaces, d'où l'importance en particulier de l'hygiène des mains et en particulier, alors dans la communauté bien sûr, mais et bien évidemment dans les établissements de santé. Troisième point, certains travaux mettent en évidence, même si ce n'est pas complètement bien documenté, la présence du virus dans les selles. C'est assez inhabituel et lorsque l'on commence à penser à cette présence dans le milieu de soins et aussi dans les établissements d'hospitalisation de longue durée et bien sûr dans les EHPAD, eh bien on pense tout de suite immédiatement à la gestion des excrétas et avec le rôle de cette partie des soins, et donc va nous amener à avoir, va devoir vous amener à avoir une réflexion toute particulière sur le respect des précautions standards dans le cadre de la gestion des excrétas, puisque en particulier dans certains EHPAD français qui font déjà face à une diffusion épidémique du Covid-19 dans leur établissement, eh bien, si la gestion des excrétas n'est pas complètement optimale, eh bien, la transmission intra-établissement est extrêmement rapide, et en partie certainement en lien avec cette présence du Covid-19 dans les selles. Enfin, dernier point, par des descriptions en particulier en Chine de transmission au sein de foyers familiaux,
il est vraisemblable que la part de la transmission à partir de personnes complètement asymptomatiques ou polysymptomatiques, c'est-à-dire ayant vraiment de tout petits symptômes, peut intervenir, vraisemblablement toujours en lien avec cette aptitude de ce virus à pouvoir résister, survivre dans l'environnement des perturbateurs. Alors ces données sont vraiment importantes puisqu'elles sont à la base, elles permettent d'expliquer et elles doivent vous permettre de mieux expliquer, de mieux faire comprendre à la fois au personnel et puis aux patients même l'importance des mesures barrières, de chacune des mesures barrières qui vont vous être demandées d'appliquer dans l'établissement avec beaucoup de rigueur. Alors sur le document du Haut Conseil, vous trouvez aussi beaucoup d'informations sur la clinique. Alors c'est très important parce que ça permet d'une part de relativiser, enfin d'avoir vraiment les données qui ont été collectées récemment et qui mettent en évidence les populations à risque. Donc comme vous voyez ici, c'est essentiellement, comme ça a été souligné hier par le président, les personnes âgées. Vous avez des données concernant la période d'incubation, qui est souvent, vous voyez, assez courte. Et puis, sur la forme de gravité. Donc, la plupart de nos professionnels vont vraisemblablement, lorsqu'ils vont être contaminés, faire des formes très modérées. Et ça, il faut vraiment l'avoir à l'esprit, puisque vous avez vu avec la diapositive précédente que même forme modérée, on est contaminant. Donc ça va être certainement une clé de voûte dans votre recherche d'amélioration de la préparation de votre établissement, de vos professionnels des services, dans les services de vos établissements, de devoir à la fois prendre en compte que les professionnels, s'ils sont contaminés, vont soit être asymptomatiques, soit avoir très peu de symptômes, et en plus vont pouvoir être contaminants. Donc l'intérêt est d'avoir vraiment bien à l'esprit ces données pour finalement donner beaucoup d'énergie à expliquer cela dans les services, afin que les professionnels s'autodétectent finalement dès lors qu'ils ont un tout petit symptôme, et à ce moment-là prennent les bonnes mesures, et en particulier bien sûr le port du masque chirurgical, mais on va voir ça après. Donc ça, c'est vraiment très important parce que les retours d'expérience qui nous viennent des collègues d'autres régions montrent qu'il y a beaucoup de transmission nosocomiale et qu'une bonne partie de cette transmission nosocomiale se fait à partir des professionnels de santé qui ont été exposés soit dans la communauté, soit dans l'établissement, qui ont envie de travailler, qui veulent, qui restent évidemment dans l'établissement parce qu'il y a besoin qu'ils soient au travail, et surtout qui ont, entre guillemets, un tout petit peu négligé le fait qu'ils avaient quelques signes, en particulier une rhinite, des écoulements qui sont très minimes, mais qui doivent être pris en compte et qui doivent amener finalement au port de masque très précoce. Et à ce moment-là, on sera en mesure de limiter au moins une bonne partie de la transmission nosocomiale, si cela est bien compris et si les précautions barrières sont mises en place le plus précocement possible. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, et vous le savez certainement, bien sûr, ceux qui paient un lourd tribut au Covid-19, ce sont les personnes âgées. Et à l'inverse, et heureusement, les personnes les plus jeunes sont vraiment avec un impact sur la mortalité qui est très faible avec le Covid-19. Donc ça, ce sont vraiment des données qui commencent à être bien établies, qui sont étayées par les expériences des différents pays qui ont
été confrontés jusqu'ici au Covid-19. Et donc, qui dirige les choix stratégiques dans notre pays, qui sont d'une part de protéger les personnes âgées et d'autre part de prendre en compte le fait que les personnes les plus jeunes, et en particulier les enfants, les collégiens, les lycéens et les adultes jeunes, sont facilement contaminés et très peu symptomatiques, voire pas symptomatiques du tout, des formes rares extrêmement graves et contaminants, donc amenés à être isolés le plus possible de la sous-population âgée qui est sur le territoire. Alors cette diapositive résume la stratégie nationale. Donc comme vous le savez, elle est évolutive évidemment. Au tout début, on a freiné l'introduction du virus sur le pays. Et puis avec l'évolution et l'apparition des clusters, on a eu pour objectif de limiter d'une part l'extension des clusters et d'être dans la communauté autour des clusters et dans les établissements où le Covid-19 était rentré, de limiter la propagation du virus. Cette stratégie a eu l'effet de ralentir la diffusion, qui est inexorable du virus sur le territoire. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, en particulier dans certaines régions, le nombre de personnes qui ont contracté le virus est trop important pour continuer à raisonner en termes de mesures prises autour des clusters et autour des cas. Les cas sont trop nombreux. Vous avez vu la carte tout à l'heure. Donc maintenant, on doit changer de stratégie en considérant que finalement le virus a beaucoup diffusé et il faut maintenant passer au stade de protéger les capacités, en fait, maintenir les capacités de prise en charge des patients qui en ont besoin, et en particulier des patients qui sont ou qui doivent aller en réanimation. Donc la stratégie évolue et est complètement avec un nouvel objectif qui est de essayer de limiter l'introduction des personnes cas ou très suspectes dans les hôpitaux où la réanimation, où sont les réanimations, de prendre en charge le plus possible les cas, soit à domicile, soit dans les EHPAD, soit dans les établissements de troisième ligne, et d'essayer de les garder dans la mesure où ils n'ont pas besoin d'une prise en charge de leur détresse respiratoire. Donc l'objectif est un peu résumé par ces petits schémas. L'objectif est de ne pas être dans la situation en vert où on a la contamination massive d'un très grand nombre de personnes sur le territoire qui entraînerait un afflux massif des personnes en dépression, en détresse respiratoire dans les services de réanimation, et qui amènerait très vite à passer ce nombre au-dessus de la ligne, la figurant en pointillé qui symbolise le point de saturation des services de réa, et donc qui, lorsque l'on est au-dessus de la courbe, eh bien, est associé à une surmortalité. Donc l'idée, c'est de faire en sorte, pour aplatir cette courbe, on aura peut-être un petit peu moins de cas au final, mais enfin, surtout, le but, c'est d'essayer de rester en dessous de ce seuil de saturation en freinant. On n'empêchera pas la diffusion, on n'empêchera pas l'entrée, bien sûr, du virus dans les établissements de troisième ligne ni dans les EHPAD, mais on fait en sorte d'éviter cet engorgement dans les services où les patients ont besoin de soins aigus.
Donc au jour d'aujourd'hui, dans vos établissements, l'objectif est toujours de bien limiter l'entrée du virus dans l'établissement. Donc ça amène à travailler sur deux angles. D'une part sur l'entrée via les patients et les visiteurs, et d'autre part l'entrée via les professionnels de santé. Donc tout d'abord concernant les patients et les visiteurs. Afin de diminuer l'entrée possible du virus dans les établissements, eh bien, les visites doivent être massivement réduites concernant les visiteurs. Donc vous connaissez les restrictions qui sont en place aujourd'hui, il faut vraiment les appliquer et ce sera vraisemblablement un grand moyen de diminuer très fortement ce risque d'entrée. Pour ce qui concerne les patients qui peuvent être rentrés à l'hôpital pour diverses raisons, vous avez bien vu que l'enjeu, c'est la détection la plus rapide de tout cas suspect. Donc jusqu'ici, on raisonnait en termes de contact avec des clusters connus. Vous voyez bien qu'avec la diffusion et l'évolution actuelle, il faut plus raisonner en symptômes cliniques, voire donc éventuellement même des tout petits symptômes, hein, et dès que l'on a la suspicion de symptômes respiratoires, la mise en place de l'application des précautions barrières le plus possible, donc en particulier du port du masque. Entre limitation des entrées des visiteurs, détection précoce des premiers signes d'infection respiratoire chez les patients présents déjà dans l'établissement, et cela étant accompagné bien sûr d'une stratégie, une politique, une communication très forte de rappel en fait des précautions standards, hein, des gestes barrières, afin que vraiment l'ensemble des professionnels et les patients soient encouragés à l'occasion de cette crise à appliquer encore mieux les précautions standards qu'ils le font d'habitude, et en particulier avec un renforcement de l'hygiène des mains très très fort et très important. Ayez toujours à l'esprit cette idée que ce virus a vraiment une aptitude particulière à résister sur les surfaces, donc on se contamine facilement avec les mains, et donc il faut renforcer l'hygiène des mains. Je vous ai remis la carte des cas détectés en France pour parler de cet aspect, de l'aspect des professionnels. Jusqu'ici, donc, les professionnels étaient interrogés pour essayer de voir si les sensibiliser au fait qu'ils aient un lien avec un des clusters connus en France. Vous voyez bien que maintenant, le virus étant tellement diffusé, que cette façon d'essayer de détecter le plus précocement possible les professionnels contaminés est un peu sans issue. Donc, ce qui doit, comme on veut que ces professionnels, qu'ils se soient contaminés, soient détectés le plus précocement possible, vous devez amener l'ensemble des personnels à être sensibilisés vraiment sur cette nécessité de détection le plus précoce. Donc c'est vraiment aux professionnels d'être informés de ces formes peu symptomatiques, possisymptomatiques, et de cette capacité d'autodétection, qui va permettre, en mise en place très 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 précoce, alors non pas une exclusion des professionnels, surtout pas, puisque dans les établissements qui sont les plus en peine aujourd'hui, c'est en particulier puisqu'il n'y a plus de personnel suffisant, et que au lieu de pouvoir augmenter la capacité de lit, on est parfois obligé de la réduire puisqu'il n'y a plus de personnel pour faire fonctionner l'hôpital. Donc, détection précoce, renforcement des gestes d'hygiène des mains, et puis sensibilisation à devoir dire que l'on se sent contaminé pour finalement porter un masque et ne pas risquer de contaminer
l'environnement de soins. Donc les fameuses précautions barrières, on vous les a résumées ici. Ça fait un petit peu comme il y a d'un côté cette sorte de checklist, toutes les choses auxquelles il faut avoir pensé et auxquelles vous pouvez préparer les services, bien sûr, pour anticiper au mieux l'arrivée de cas. Bien sûr, centré sur l'hygiène des mains, avec la friction en première ligne, et fortement le port du masque chirurgical, surtout chirurgical, hein, pas FFP2, vous allez voir, on a une diapositive spécifique pour les masques, dès l'apparition de signes. Et puis, bien sûr, de toute façon, le respect des autres précautions standards. Et vous voyez que là, on a fait apparaître, et c'est, rappelez-vous des éléments de retour d'expérience par rapport à la présence du virus dans les excrétas, la gestion des excrétas, c'est vraiment le moment d'aller rappeler les bonnes pratiques, d'aller vérifier et de mettre éventuellement à disposition des matériels à usage unique pour faciliter la gestion de pendant au moins cette crise. Alors pour ce qui concerne les masques, donc pour ce qui vous concerne, vraisemblablement pour la plupart des cas dans votre établissement, il s'agit bien du masque chirurgical. Ce masque chirurgical, donc, il doit être porté par les personnes qui présentent les signes d'infection respiratoire, pour la quasi-totalité des gestes pris en charge, à l'exception de ceux qui réalisent des actes invasifs sur la sphère respiratoire. Et globalement, il y a deux choses. Il y a l'intubation, l'extubation des personnes en réanimation, et puis il y a la réalisation du prélèvement pour le diagnostic. Mis à part ces gestes-là, qui nécessitent, on va le voir à la diapositive suivante, un FFP2, le masque chirurgical suffit et doit être utilisé afin de ne pas gaspiller des masques plus complexes. Alors je vous ai mis à droite, et c'est un peu grisé parce que c'est pas encore complètement diffusé, et ça sera vraiment certainement beaucoup plus clair lorsque la phase 3 va être, les documents ministériels de la phase 3 vont être émis. C'est uniquement pour la réanimation, où effectivement dans le service de réanimation, et en particulier certainement en lien avec le fait que dans les services de réanimation actuels, dans les établissements première ligne, il y a beaucoup de cas, eh bien le masque FFP2 peut être préconisé pour au-delà de ces gestes particulièrement à risque, et certains services sont amenés à demander à ce que les personnels en réanimation utilisent le FFP2 finalement toute la journée pour la prise, parce qu'il y a un grand nombre de cas. Mais sachez que ces recommandations, et en particulier de cette V2 là qui est encore qui diffuse encore, sont vraiment ciblées sur d'une part bien sûr la réanimation, et puis sont vraisemblablement pour des services qui ont un grand nombre de cas. Mais pour ce qui concerne le masque FFP2, encore aujourd'hui, et de façon vraiment importante, pour gérer au mieux les stocks de masques et ne pas être amené à gaspiller des masques FFP2, les masques FFP2 pour vous, dans vos établissements, sont réservés exclusivement aux gestes invasifs et aux manœuvres au niveau de la sphère respiratoire. Donc finalement, des manœuvres pour l'intubation, et puis le prélèvement qui là pour le coup doit vraiment être fait avec ces mesures de protection, parce que dans les retours d'expérience, il y a des contaminations des personnels qui ont fait les prélèvements pour le diagnostic. Il y a un inoculum viral important au niveau des poumons, et le port du masque FFP2 est vraiment requis et reste requis, quoi où qu'il se fasse, bientôt peut-être dans les cabinets de médecine libérale, peut-être dans vos établissements,
il faudra des FFP2 pour réaliser ces prélèvements. Alors nous avons un certain nombre d'appels téléphoniques concernant les masques et les stocks de masques. Donc nous vous encourageons, compte tenu de la situation, à effectivement être sûr de vos stocks et à profiter de la semaine qui vient pour faire vraiment provision des masques, en particulier des masques chirurgicaux. Alors, les commandes n'ont pas été honorées, c'était volontaire, elles étaient bloquées au niveau national, et maintenant elles sont la fabrication des masques, les masques fabriqués ont été libérés et ont été livrés, mais elles ne sont pas été livrées aux personnes des établissements qui les ont commandés, elles ont été livrées dans les ARS. Donc, en fonction de vos besoins, n'attendez pas la dernière minute. Lorsque vos stocks diminuent, vous vous adressez à l'ARS et c'est l'ARS qui vous livrera les masques. Ça concerne les masques chirurgicaux et les masques FFP2. Il existe des prévisions de solutions dégradées en cas de manque de masques qui sont figurées sur cette diapositive. Ça sera peut-être nécessaire dans un deuxième temps si les pénuries de masques s'installaient. Mais pour l'instant, il n'est pas question de pénurie de masques. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que les stocks sont dans les ARS. Concernant la gestion de l'environnement, vous avez bien compris en lien avec les caractéristiques particulières du Covid-19 que l'entretien des locaux, tout particulièrement, et l'entretien de l'environnement proche des résidents ou des patients est particulièrement important. Donc, il n'y a pas de caractéristique de résistance particulière du virus, mais il faut tenir une attention toute particulière à ce point et à utiliser des produits de bionettoyage corrects et à accentuer, en tout cas autour des cas confirmés, ça semble vraiment évident, et puis de façon générale, si c'est possible, les rythmes de bionettoyage de l'environnement, ça participera vraisemblablement à la prévention de la transmission croisée au sein des services et dans les établissements. C'est le moment aussi de rappeler les bonnes pratiques concernant le port des protections individuelles et puis évidemment de l'utilisation de la douchette dans les services qui est là pour le coup vraisemblablement un moyen de prévenir l'aérosolisation du virus dans les chambres si ces douchettes étaient utilisées. Alors, vous voyez que dans les mesures barrières, la place de la friction, que ce soit les patients, et surtout les professionnels, la place donnée à cette friction est très très importante. L'hygiène des mains est vraiment cruciale, donc la pénurie de chats est peut-être celle qui va venir en premier. Il faut s'y préparer, et c'est dans cette perspective que l'arrêté a été produit, afin que vous vous prépariez. Et là vraiment, je vous encourage très très fortement à préparer, à faire et à commencer, ou en tout cas à être prêt à avoir une production locale dans votre pharmacie de produits solitaires hydroalcooliques. Donc c'est relativement simple à faire. La difficulté, bien sûr, c'est de se procurer les matières premières, mais ce ne sont pas des produits extraordinaires. Donc, vous devez mettre votre pharmacien complètement dans la boucle et travailler avec lui à s'apprêter à fabriquer ces produits. La difficulté majeure, là, sera certainement plutôt celle de se procurer des flacons. Et donc, nous vous encourageons dès maintenant à
demander aux équipes sur le terrain de garder les flaconnages et de commencer l'étude d'un circuit de recyclage de flacons qui, pour la période de cette crise, seront utilisés et seront remplis par les solutés hydroalcooliques que vous allez fabriquer. Donc là, vraiment, c'est très important. Préparez-vous parce que la quantité de solutés hydroalcooliques utilisés va être évidemment très importante dans votre établissement et les stocks chez les grossistes fondent comme neige au soleil. Alors nous avons voulu dans cette diapositive rappeler de façon assez synthétique la conduite à tenir autour d'un patient symptomatique. Donc vous avez certainement déjà bien en tête cette conduite à tenir. Ce qui est important, donc compte tenu de ce que l'on sait maintenant sur ce virus, c'est vraiment de mettre en place immédiatement, sans délai, les précautions complémentaires gouttelettes et contacts autour de ce cas, et ne pas attendre bien sûr les résultats de l'évaluation de la situation par le SAMU et éventuellement des tests biologiques. Donc la précocité et l'aptitude du service à mettre en place de façon très 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 précoce ces précautions barrières sera vraiment déterminante. Et là, c'est vraiment un point très fort et on vous encourage fortement à aller relancer les équipes sur ce point particulièrement afin que la mise en place des mesures soit très très rapide. Donc ensuite, dans l'attente des résultats, les patients vont éventuellement repartir, ils vont éventuellement être transférés. S'ils n'ont pas nécessité d'avoir des soins respiratoires, s'il n'y a pas de détresse respiratoire, ils vont le plus souvent ce qui est certainement ce qui va être le plus vite, évidemment encourager à repartir à domicile ou en EHPAD, et puis peut-être qu'ils vont être transférés dans un établissement de troisième ligne comme le vôtre. Donc cela va arriver fréquemment. Il faut bien sûr avoir une attention particulière par rapport aux personnes qui ont été en contact, que ce soit les patients ou les professionnels. Et il y a une diapositive ensuite qui va vous résumer cette situation, mais globalement, et en particulier pour les soignants, il va y avoir un port du masque qui va être important donc pendant 14 jours avec un suivi et toujours une recherche d'une détection précoce des premiers signes d'infection au Covid-19. Alors, ce qui est important, c'est de déterminer le niveau de risque de contact, c'est-à-dire que ce qui est proposé donc par la conduite à tenir nationale, c'est d'évaluer le risque de contamination, soit des patients, soit des professionnels. Donc là, vous avez résumé les différentes situations et globalement, le risque va être soit modéré ou élevé, soit faible, soit négligeable. Et en fonction de cette évaluation, les mesures à mettre en place vont être différentes. Donc les personnes contact à risque modéré ou élevé, c'est les personnes qui ont partagé le même lieu de vie que le cas, ou qui ont eu un contact direct, donc vraiment très 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 en grande proximité. Le risque faible, c'est un contact étroit mais très court, ou un peu plus prolongé, mais pas dans le cadre du soin, dans le cadre de la sphère privée ou d'un lieu public. Et puis le contact à risque négligeable, c'est un contact ponctuel dans un lieu de fréquentation type lieu public, qui vraiment est un contact que finalement on peut avoir à tout moment. Donc pour ce qui concerne les personnes contacts en dehors des professionnels de santé,
Donc à chaque type de risque va être associé des mesures à mettre en place. Donc lorsque le risque est négligeable, il n'y a aucune mesure. Lorsque le risque est faible, donc là il y a une surveillance de ce contact, et puis dès l'apparition de symptômes, eh bien, le port du masque et la mise en place des précautions gouttelettes et contact. Et puis quand la personne va avoir été exposée à un risque modéré ou élevé, et bien là, donc il va y avoir soit un isolement à domicile, soit s'il est à l'hôpital, dans un service de soins, et bien la mise en place des précautions. Et bien sûr le signalement. Alors pour ce qui concerne le personnel hospitalier, que le risque ait été faible ou modéré ou élevé, finalement les mesures à prendre sont les mêmes. Donc ce qui est préconisé, c'est de rester à son poste de travail, surtout ne pas arrêter de travailler pour les besoins évidemment de la continuité des services, mais par contre de reprendre son travail ou de continuer son travail avec un masque, un masque chirurgical en permanence, et ceci pendant une quatorzaine, donc c'est pas une mise en quarantaine, mais c'est une quatorzaine, 14 jours, avec surveillance et mise en place de mesures particulières, mais qui doivent être discutées et certainement qui évolueront dès l'apparition de signes. Donc on retombe en fait dans la situation lorsqu'il y a des symptômes qui apparaissent dans l'évaluation d'un cas. Mais dans la mesure où la personne est complètement asymptomatique, à partir du moment où on a identifié ce contact, la mesure est de mettre le masque et de se surveiller. Alors vous êtes très habitués, en particulier en période hivernale, à gérer les situations épidémiques avec la grippe saisonnière. Dans le cas de la grippe saisonnière, vous savez, c'est un certain nombre de cas, on parle de 5, qui arrivent dans une période assez limitée, 48 heures, et on prend des mesures particulières au niveau d'une unité, d'un service ou d'un plateau, enfin, vous en avez l'habitude. Compte tenu de ce qui s'est passé en France depuis le début de l'épidémie, en particulier dans l'Oise, et des retours d'expérience, il nous a semblé important de vous proposer et de vous préparer au fait que, contrairement à ce qui se passe avec la grippe saisonnière, et afin de tenir compte à la capacité donc de transmissibilité supérieure de ce Covid-19, de considérer cette situation d'épidémie à partir du deuxième cas. C'est-à-dire que lorsque vous avez l'apparition de 2 cas dans votre service ou dans votre unité de surface que vous considérez, eh bien, il faut prendre en place les mesures habituelles que vous connaissez pour les épidémies hivernales. Bien sûr, mettre en place les précautions complémentaires, gouttelettes et contacts, la façon la plus précoce possible. Organiser cette situation épidémique avec un suivi quotidien au moins et très serré du service par l'équipe opérationnelle. L'arrêt strict des visites, là pour le coup, pour essayer de faire en sorte que cette situation ne s'empire pas et que la transmission intra-service et intra-établissement puisse être stoppée. Il apparaît vraiment dans les retours d'expérience des personnes en particulier qui ont géré des situations dans les semaines qui viennent de passer, qu'attendre 5 cas, c'est beaucoup trop. Donc retenez ça, que très vite, il est préférable que vous vous mettiez dans la situation de l'épidémie avec un nombre extrêmement limité de cas.
Donc, renforcement du bio-nettoyage et application stricte des précautions complémentaires, gouttes et contacts au cours de ces cas. Sinon, pour le reste, les mesures à prendre en ce qui concerne les sujets contacts, que ce soit les patients ou les professionnels, sont similaires au cas de gestion d'un cas. Donc, pour ce qui concerne l'évolution de la situation et en particulier le début du stade 3, on n'est pas encore fixé sur les dates précises, mais vraisemblablement que cela va être très bientôt. Elle sera assez différente, comme je l'ai dit tout à l'heure. On recentre les moyens sur les services de réanimation, de soins intensifs, et on essaye de libérer, de mettre à disposition le personnel des établissements de santé de première et deuxième ligne autour de ces services de réanimation. D'où la nécessité de prendre en charge vraisemblablement dans vos établissements de troisième ligne un nombre de cas qui va certainement être croissant, et aussi en filière ambulatoire et en ville. Donc cette adaptation, elle va être évolutive. Vous serez bien sûr tenu au courant, mais c'est vrai qu'il nous semblait important de vous permettre d'avoir ces éléments de retour d'expérience pour que vous puissiez au mieux préparer cette phase qui va de toute façon arriver. Et enfin, pour finir, donc des différents liens, vous les avez certainement, mais c'est l'occasion de le rappeler, en particulier le lien de l'ARS du centre. C'est vraiment très, très intéressant, et on vous encourage à aller tous les jours ou régulièrement sur le centre. Il y a sur ce site, puisque l'ARS fait un point quotidien de l'évolution régionale, donc c'est particulièrement intéressant. Et puis, bien sûr, le CEPIAS, on est vraiment en appui pour venir vous aider sur des réponses concrètes aux problèmes que vous rencontrez. Alors, sachez que lors des webinaires, il y a eu au niveau du chat énormément de questions qui ont été posées. Donc, nous préparons un forum de réponses aux questions les plus fréquentes, une FAQ qui va être diffusée aujourd'hui ou demain, et dans laquelle vous trouverez certainement déjà pas mal de réponses. Et puis, nous vous encourageons à ne pas hésiter à nous contacter si vous avez besoin d'appui. Ce que l'on vous souhaite, c'est de préparer au mieux cette arrivée du virus dans votre établissement. Et nous souhaitons que ça se passe le mieux possible. Et en tout cas, sachez qu'on est à vos côtés pour être en appui avec vous. Voilà, merci et à bientôt.